Alors, capsule de révision sur le chapitre des propriétés physiques des matériaux et ainsi que les matériaux minéraux. Alors, la capsule de révision va se diviser en trois parties. Tout d'abord, on va essayer de reprendre les grandes familles de matériaux. Dans un deuxième temps, nous verrons les principales propriétés physiques et leurs conséquences. Et enfin, on abordera les matériaux minéraux, en particulier les céramiques et les verres. Alors tout d'abord, il existe, on va dire, trois grandes familles de matériaux. Les matériaux, on va dire, d'origine métallique. Alors quelques exemples, le fer, l'aluminium, le cuivre. Mais il existe aussi des alliages métalliques. Donc les alliages sont constitués au moins de deux métaux différents. Alors on a aussi l'acier qui est constitué à lui de carbone et de fer. Mais il existe aussi l'acier inoxydable qui lui est constitué de fer, de molybdène et de nickel. On verra qu'ils ont certaines propriétés. Deuxième famille de matériaux, les matériaux organiques. Donc les matériaux organiques sont tous ceux à base de carbone, donc c'est-à-dire tout ce qui contient le cuir, ça peut être la laine, ça peut être différents matériaux organiques naturels, mais ça peut être aussi des matériaux organiques synthétiques, comme on avait déjà vu, en particulier avec les polymères, par exemple les élastomères, les thermoplastiques, les thermodurcissables. Et enfin, la dernière catégorie de famille de matériaux qu'on appelle minéraux ou on dit aussi inorganiques, cette famille se divise en deux sous-familles, en particulier les céramiques, dont nous aborderons tout à l'heure, et les verres. Ensuite, on va pouvoir combiner deux familles de matériaux parmi ces trois pour fabriquer ce qu'on appellera des composites. On peut avoir différents composites en associant par exemple des métaux avec des matériaux organiques, c'est-à-dire par exemple mélanger des fils d'acier avec du caoutchouc pour faire des pneumatiques. Ou alors, on peut mélanger des métaux avec des minéraux. À ce moment-là, on peut mélanger du carbure de tungstène, donc qui fait partie de cette famille-là, avec du cobalt, pour former des outils de coupe. Et enfin, on peut mélanger des matériaux organiques et inorganiques avec des fibres de verre et du polyester pour fabriquer des fibres de carbone avec une résine époxy. Voilà, donc en fait, les matériaux composites sont donc constitués de deux familles de matériaux. Alors ces deux familles de matériaux vont avoir deux fonctions. Alors tout d'abord, la première fonction, c'est la fonction de matrice. Donc la matrice, c'est le matériau qui va constituer l'essentiel du matériau composite. Et ce type de matrice, donc, on va avoir, grâce à cette matrice, trois types de composites, ce qu'on appellera des composites à matrice organique. Donc si le matériau général est à base par exemple, de résine époxy, par exemple, on va avoir aussi des céramiques à matrice métallique, ou on peut aussi avoir des céramiques, des composites à matrice céramique. Donc voilà les trois types de matrices qui existent, mais un matériau composite a un deuxième rôle, un deuxième constituant, on va dire aussi, qui consiste dans ce qu'on appelle le renfort. Donc le renfort, généralement, il est essentiellement placé à l'intérieur de la matrice pour renforcer la structure et en particulier pour disperser un petit peu la résistance mécanique. Alors ce renfort, généralement, on le trouve sous forme de quadrillage ou de tissage, c'est-à-dire qu'il va se présenter sous une forme à peu près comme celle-ci, ce qui va permettre de répartir les efforts mécaniques au sein de la structure. Voilà, donc on a donc dans un matériau composite une matrice et un renfort. Alors le fait d'avoir ces deux matériaux imbriqués l'un dans l'autre vont faire en sorte que les matériaux composites vont avoir trois propriétés. Leur première propriété, c'est donc ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est ce qu'on appellera l'élasticité.
Donc un matériau composite est un matériau plus ou moins élastique. C'est aussi un matériau, on va voir tout à l'heure aussi, qui sera résistant. Donc un matériau résistant, je prends par exemple l'exemple d'une raquette de tennis, le cordage par exemple, a une certaine élasticité pour pouvoir faire rebondir une balle, mais a aussi une certaine résistance, puisqu'il faut qu'il absorbe le choc produit par une balle qui arrive à peu près à 200 km/h. Et enfin, une autre propriété des matériaux composites qui est essentiellement utilisée dans le domaine de l'aviation, de l'aéronautique, c'est en fait sa légèreté. Ce qui est beaucoup plus avantageux qu'un métal justement. Donc c'est beaucoup plus avantageux d'utiliser un matériau composite. Donc voilà les trois principales propriétés des matériaux composites. Alors parmi ces matériaux composites, j'ai parlé par exemple, on peut parler par exemple du béton armé qui est constitué de ciment. Le ciment donc c'est la matrice organique et le renfort étant constitué d'un métal, donc des barres d'acier en quadrillage. Donc ceci pour l'instant c'est ce qu'on appellera des composites synthétiques. Mais il existe aussi des composites naturels. En voilà un exemple, c'est l'os. On voit que l'os est constitué de ce qu'on appelle l'hydroxyapatite. Donc l'hydroxyapatite c'est essentiellement constitué de minéraux. Et cet os est aussi, on le voit de près, constitué d'une matière qu'on appelle aussi le collagène. Donc le collagène, c'est une matière organique. Donc on a à la fois une matière minérale et une matière organique. Donc on peut considérer l'os comme un composite naturel. Il en existe d'autres. Il existe ce qu'on appelle le torchis. Le torchis, c'est un mélange de terre mélangé avec de la paille. On a aussi le bois, puisque le bois est constitué de grandes lignes quadrillées de cellulose dans lequel baigne ce qu'on appelle de la lignine. Donc voilà, il existe différents composites naturels. Deuxième point, on va étudier maintenant les propriétés physiques des principaux matériaux que l'on vient de décrire. Alors, première propriété physique que je vous propose, c'est les propriétés mécaniques. Mécaniques des matériaux et en particulier l'élasticité. Alors, ce qu'on peut constater, c'est d'après ce diagramme, que les matériaux les plus élastiques, c'est ceux qui vont avoir très peu de contraintes, c'est-à-dire un module de Young très très faible. Donc on voit ici par exemple que les polymères, ils peuvent très très bien se déformer avec une très très faible contrainte, très forte pour les étirer. Donc c'est en particulier tout ce qui est caoutchouc. Ensuite on voit que l'os nécessite pour être étiré beaucoup plus de force. Les métaux, en particulier le cuivre, on voit bien qu'il faut exercer une force beaucoup plus grande pour pouvoir l'étirer un tout petit peu. Donc eux, on voit bien que leurs propriétés élastiques sont très faibles. Pareil pour les alliages, et on voit bien que les matériaux les plus durs, les moins élastiques, ceux qui nécessitent des forces énormes pour pouvoir être étirés, ce sont les céramiques. Alors on peut voir ça à travers des données. Alors, on voit par exemple ce qu'on appelle la limite élastique et la résistance à la rupture que l'on mesure en méga ou gigapascal. Ici, l'unité c'est là. Et donc, on voit bien qu'en fonction des valeurs, plus la valeur est faible, ici, lorsqu'on a 0,1, lorsqu'on a 1, on peut dire que le matériau est très très élastique. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour le caoutchouc, par exemple, les polymères expansés. Et ensuite, dès qu'on augmente la valeur, dès qu'on passe de 10 à 100, à 1000, à 10 000, on voit bien qu'on est dans les métaux, et les métaux les moins élastiques, on voit, ce sont le fer et les alliages. Et si on va encore plus loin, on voit bien d'après ce graphique que les céramiques sont les moins élastiques, on le voit, puisque les céramiques, le ciment, donc c'est on va dire le plus étirable, puisqu'il a la valeur la plus faible, et le diamant. Le diamant, c'est le matériau céramique le plus dur, le moins élastique, puisqu'il a la valeur en mégapascal la plus grande. Donc c'est ce qu'on appelle le module de Young. Deuxième propriété des matériaux, leur propriété électrique. La propriété électrique des matériaux est peut-être comparable aux propriétés thermiques. Donc j'ai mis qu'un tableau de valeur de propriétés électriques, mais les propriétés thermiques vont de pair avec les propriétés électriques. Alors,
on va parler de conductivité électrique pour les propriétés électriques, et on parlera de conductivité thermique pour les matériaux en fonction de leur transmission de la chaleur. Donc, les propriétés électriques, c'est la transmission des électrons, la transmission du courant électrique, et les propriétés thermiques, c'est la transmission de la chaleur. Donc, en gros, un matériau qui a une conductivité électrique très faible, comme par exemple, on voit bien 10-16, 10-13, ce sont donc des matériaux qu'on considérera comme isolants, comme on voit bien ici les minéraux, le diamant, le verre, ainsi que la plupart des matériaux organiques, les polymères par exemple. Donc tous ces matériaux qui ont, on va dire, une conductivité électrique ici plus petit que 10-4 ohms par mètre, sont considérés comme des isolants. Il en est de même aussi pour leurs propriétés thermiques, ce sont aussi de très bons isolants thermiques. C'est pour ça qu'on utilise le verre par exemple pour le double vitrage, en l'occurrence. Ensuite, on a des matériaux qu'on peut qualifier de semi-conducteurs qui sont intermédiaires entre isolant et conducteur. Donc c'est ce qu'on utilise par exemple le germanium, le silicium qu'on utilise par exemple dans les semi-conducteurs, dans vos cartes mères par exemple. Donc c'est de l'ordre de 10-1 à 10 puissance 2. Et lorsqu'on est au-delà de 10 puissance 5, vous voyez que la valeur est très grande, lorsqu'on est au-delà de 10 puissance 5, on peut considérer donc ces matériaux-là comme des matériaux conducteurs. Et donc les seuls matériaux conducteurs à la fois de la chaleur et de l'électricité, on voit bien, ce sont essentiellement les métaux, le cuivre, l'argent, le fer, l'aluminium, et je rajouterai le graphite, puisque le graphite est aussi un matériau conducteur. Autre propriété physique importante, c'est ce qu'on appelle la masse volumique. Donc la masse volumique, ça peut être la masse volumique d'un liquide, d'un solide, donc nous on s'intéressera plutôt à des solides, est égale au rapport donc de la masse de ce solide divisé par le volume occupé par ce solide. Donc la masse étant exprimée généralement en grammes, le volume en centimètres cubes, ce qui fait que la masse volumique ρ est égale au rapport de la masse divisée par le volume et se mesurera en grammes par centimètre cube. On peut aussi avoir une masse volumique qui s'exprimera aussi en kilogrammes par mètre cube. Donc pour cela, il faut savoir que 1 gramme, ça correspond à 10 puissance moins 3 kg. C'est 1 millième de gramme. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que 1 centimètre cube, si vous faites le tableau que l'on avait vu ensemble, ça doit correspondre à 10 puissance moins 6 mètres cubes. Ce qui fait que la masse volumique, d'après la formule, égale m sur v. Ça voudra dire que si on transforme en kg par mètre cube, 1 gramme étant égal à 10 moins 3 kg, et 1 cm cube égal à 10 moins 6 mètres cubes, bah, si je fais le rapport, j'en déduis que la masse volumique, si je dois la mettre en kg par mètre cube, bah, il faudra que je remplace la valeur obtenue en grammes par centimètre cube. Il faudra que cette valeur-là, je la multiplie par un facteur de 10 moins 3 sur 10 moins 6, ça fera 10 puissance 3. Voilà. Donc la valeur obtenue, je prends une valeur, je sais pas, moi j'ai une masse volumique, mettons, de 0,8 grammes par centimètre cube. Et bien pour l'avoir en kilogrammes par mètre cube, il faudra faire 0,8 fois 1000, ce qui nous donnera à peu près 800 kg par mètre cube. Donc voilà, bien savoir passer des grammes par centimètre cube au kilogramme par mètre cube, en multipliant par un facteur de 1000. Ensuite, c'est beaucoup plus intéressant de connaître la densité de ce matériau. Alors comment calculer la densité d'un matériau? La densité d'un matériau, c'est la masse volumique du matériau divisée par la masse volumique de l'eau. Je rappelle que la masse volumique de l'eau, vous devez le connaître par cœur, c'est égal à 1 gramme par centimètre cube. Donc en divisant la masse volumique du matériau par la masse volumique de l'eau, on a un nombre sans unité. Alors ce nombre, il peut être soit plus petit que 1, soit plus grand que 1. On va avoir deux cas. Si la densité est plus petite que 1, on prend par exemple du fer. Le fer, sa densité est donc de 7,8 grammes par centimètre cube ou 7800 kg par mètre cube. Donc,
on voit bien que la densité ici, si on divise par 1, eh ben, elle est supérieure à 1, donc le matériau va couler. Ainsi que si on prend un bois, du sapin par exemple, compris entre 0,4 et 0,5, la densité, on va voir que le bois va flotter puisque sa densité est plus petite que 1. Donc voilà ce qu'on peut en déduire sur la notion de densité. Dernière propriété, ce qu'on appelle l'atténuation sonore du matériau, ce qui peut être important pour savoir si un matériau sera un bon isolant phonique ou pas. Alors comment faire ça? Donc il faut considérer un matériau, essayer d'envoyer donc un niveau d'intensité sonore sur ce matériau et voir quelle sera la partie qui sera absorbée et quelle sera la partie qui sera transmise. Donc ce qu'on appelle le niveau d'intensité sonore, c'est notre grand L et se mesure en décibels à l'aide d'un appareil qu'on appelle un sonomètre. Et on va donc mesurer la différence entre le niveau d'intensité sonore transmis par rapport au niveau d'intensité sonore incident. Et en faisant la différence, on obtiendra ce qu'on appellera l'atténuation sonore par absorption, qui elle aussi va s'exprimer en décibels. Donc un matériau qui est très absorbant va permettre d'avoir une grande différence entre les deux valeurs, et donc on obtiendra un matériau très absorbant puisque l'absorbance sera très grande. Je prends un exemple entre des bouchons d'oreille en mousse ou des bouchons moulés. Et ben, je m'aperçois que les bouchons en mousse, on voit bien que l'atténuation est beaucoup plus grande que pour des bouchons moulés. Donc, l'atténuation sera beaucoup plus importante, puisque l'écart ici sera beaucoup plus important entre l'incident et le transmis à travers le bouchon de mousse. Alors, on constate aussi autre chose, on constate que les fréquences très élevées sont très absorbées. Les fréquences très basses sont moins bien absorbées. Ça veut dire qu'un son aigu est beaucoup plus absorbé par ce matériau qu'un son grave. Et enfin, dans la propriété physique qu'on pourrait aborder aussi, c'est les propriétés magnétiques. Les seuls matériaux ayant des propriétés magnétiques sont essentiellement les matériaux à base de fer. C'est-à-dire qu'ils sont attirés par un aimant, alors que les autres matériaux ne le sont pas. Troisième point de la capsule de révision, ce sont les matériaux minéraux, on dit aussi inorganiques, donc qui se divisent en deux familles, donc les céramiques et les verres. Alors on va commencer déjà par étudier les céramiques. Alors pour les céramiques, en fait, le mot céramique vient du grec kéramos, qui veut dire argile. Donc les céramiques sont constituées à base d'argile. Il existe deux types de céramiques, les céramiques traditionnelles, ainsi que les céramiques techniques. Alors ces deux types de céramiques n'auront pas les mêmes fonctions, on va le voir, et n'auront pas non plus forcément les mêmes propriétés. Alors ce qu'il faut savoir sur les céramiques, c'est que les céramiques ont essentiellement trois constituants. Donc on a dit le premier, c'est l'argile. Alors l'argile est essentiellement constituée, on va dire aussi, de deux matériaux qui sont le feldspath et le mica. Voilà, feldspath, pardon, et du mica. Et donc ce sont ces matériaux-là qui vont plus ou moins réagir au sein du four, dans la cuisson. Voilà, donc en fait les argiles traditionnelles au niveau des céramiques peuvent être de différentes sortes. Elles peuvent être grises, elles peuvent être blanches, comme le kaolin, en particulier pour la porcelaine. Et voilà les principaux constituants des céramiques. Alors, en commençant par les céramiques traditionnelles sont divisées en 4 sous-familles. On va avoir les poteries. Alors les poteries, elles, sont caractérisées par une certaine porosité et donc forcément légèreté. Ça, c'est la principale propriété physique. Elles sont poreuses puisque elles sont cuites à une température assez basse. Deuxième famille de céramique traditionnelle,
les faïences. On voit que ça peut servir pour l'art de la table ou pour les salles de bain. Alors cette faïence, c'est en fait recouvert d'émail, ce qui fait que ce ne sont plus des matériaux poreux. On peut ensuite aussi les décorer avec des pigments, avec une peinture. Troisième catégorie de céramique traditionnelle, ce sont les grès. Alors les grès, la différence par rapport aux poteries et aux faïences, c'est que l'argile, les feldspaths, les micas, donc tout ce qui est à l'intérieur, va être porté à plus haute température et va commencer à fondre, ce qui va donner des écailles de mulite. Et ces écailles de mulite vont faire que tout le matériau va être en fait vitrifié. Va être vitrifié, ce qui fait qu'il n'y aura plus de porosité à l'intérieur du matériau. Et donc ce matériau sera du coup forcément plus lourd et plus résistant. Donc ça concerne les grès. Donc les grès, c'est un argile spécial hein, avec de couleur grise qui va faire en sorte qu'on va avoir cette vitrification. Et enfin, le dernier type de céramique traditionnelle, ce sont les porcelaines, constituées d'un argile blanc à base de kaolin. Ces porcelaines ont différentes propriétés. C'est aussi un mélange vitrifié comme pour le grès. Et leur propriété, c'est essentiellement qu'ils sont translucides. C'est sa première propriété. On peut voir un petit peu la lumière à travers. Voilà. Ensuite, autre propriété, c'est qu'ils sont résonnants comme le cristal. Voilà, c'est les principales propriétés. Et voilà. Donc voilà pour les 4 familles de céramique traditionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut utiliser différents colorants hein, pour les colorer à base essentiellement d'oxyde. On a vu d'oxyde de cuivre, d'oxyde d'aluminium, d'oxyde de chrome pour avoir différentes couleurs. Donc voilà ce qu'on peut en déduire sur les céramiques traditionnelles. Deuxième famille de céramique, ce sont les céramiques techniques. Alors la céramique technique, qu'est-ce que c'est? On va dire qu'au départ, c'est une poudre minérale constituée de différents granulés. Et ensuite, cette poudre minérale, on va lui faire subir ce qu'on appelle un frittage. D'abord une mise en forme. On voit que la porosité diminue, hein, puisque le volume occupé par les pores sur le volume total, on passe ici de 70% à 50%. Donc on met en forme le matériau à travers par exemple une imprimante 3D. Et ensuite, une fois le matériau mis en forme, on va le comprimer. Le comprimer, alors à deux choses, avec des très fortes pressions et à des très fortes températures, mais attention, il faut que la température soit plus petite que la température de fusion. Et là, on va faire ce qu'on appelle l'opération de frittage. Et on va donc diminuer le volume pour rendre le matériau beaucoup plus dense. Et là, ça aura différentes propriétés. En particulier, par exemple, dans l'aérospatial, pour que ça puisse résister à des très hautes températures. Par exemple, pour tout ce qui est friction, pour tout ce qui est roller, pour tout ce qui est roulement à billes, pour la découpe, pour que ça puisse justement résister à ces fortes pressions d'usure et les fortes échanges de chaleur. Voilà. Je voulais juste rajouter, voilà, les applications médicales, en particulier pour les biocéramiques. Ce sont aussi des céramiques techniques. Alors, on peut utiliser ces céramiques techniques dans le domaine médical, en particulier pour les prothèses. Par exemple, ici, on voit une prothèse de hanche qui remplace donc l'os de la hanche, des implants, des couronnes avec des dentitions en céramique. Et donc, ces céramiques-là, ou un œil artificiel, comme on le voit ici. Alors, ces céramiques ont 3 propriétés. On dit qu'elles sont soit biocompatibles, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de rejet par le corps. On peut dire aussi qu'elles sont bioactives, c'est-à-dire que ça va un petit peu plus loin, les bioactives, c'est que
elles vont pouvoir comment dire, s'adapter à des tissus osseux, et le tissu osseux va pouvoir se positionner sur l'implant. Et enfin, il y a beaucoup mieux maintenant, il y a ce qu'on appelle les résorbables. Et donc là, les biorésorbables, c'est tout simplement des implants sur lesquels vont carrément pouvoir repousser des tissus osseux. Donc là, il y a 3 niveaux de type de biocéramique qui sont essentiellement donc utilisés en termes d'implants. Alors pour conclure sur les céramiques, leur propriété commune, c'est qu'ils résistent à de très hautes températures. C'est pour ça qu'on peut les utiliser par exemple pour les fours verriers. Résistent aussi à la corrosion. C'est pour ça qu'on peut avoir des implants qui peuvent durer des années. Et qui résistent aussi donc au frottement. Mais ils sont quand même fragiles. Voilà ce qu'on peut dire pour la partie, donc, la première famille donc, de matériaux inorganiques que sont les céramiques. Enfin, pour terminer, on va aborder les verres. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un verre? Un verre, le point commun avec les céramiques, c'est qu'ils contiennent tous les deux de la silice. Donc la silice, j'ai oublié de le dire, est présente aussi donc, dans l'argile avec le kaolin. Et donc cette argile, enfin pardon, cette silice, c'est ça qui permettait d'avoir un matériau vitrifié. Donc cette silice va être présente dans les verres. Et cette silice, donc ça s'appelle SiO2, oxyde de silicium. Et donc on voit bien ici qu'on a un atome de silicium entouré normalement par 4 atomes d'oxygène. Ça c'est une vue en 3D. Et lorsqu'on fait une vue en 2D, on voit bien l'assemblage entre les atomes de silicium et les atomes d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre aussi? On peut dire que cette structure ici, on voit elle est plus ou moins, là elle est bien ordonnée, alors que là elle n'est pas tout à fait ordonnée. Donc on va dire que le verre, c'est ce qu'on appelle un matériau amorphe. Amorphe, ça veut dire une structure aléatoire, désordonnée. Donc ça, c'est vraiment la structure d'un verre. C'est-à-dire qu'un verre, au départ, lorsqu'il est dans le four, il est à l'état liquide. Puis ce liquide devient un petit peu plus l'aspect miel. Et lorsqu'on va le refroidir rapidement, cet aspect visqueux va devenir tout de suite solide, n'aura pas le temps de s'organiser comme un cristal pour pouvoir bien s'ordonner, ce qui veut dire que la température, avec un refroidissement brutal, va faire que la structure va être piégée dans son état amorphe. Et on va passer par une température particulière qu'on appelle la température de transition vitreuse. Je rappelle que la température de transition vitreuse, c'est lorsque le verre passe d'un état visqueux à un état solide cassant. On voit bien cette phase ici. Donc le verre, voilà, est constitué principalement d'oxydes, on a dit. Donc les oxydes, ici on a Si, donc c'est l'atome A, et O2, l'oxygène. Donc ça, c'est ce qu'on appellera, on va voir, l'oxyde formateur. Alors, en fait, un verre, de quoi c'est fait? Un verre, c'est fait d'oxyde formateur, ce qu'on appelle chez un verrier le vitrifiant, qui est donc principalement la silice. Et puis à cette silice, on va lui rajouter des oxydes modificateurs, puisque la silice, elle fond à 1800, et donc on a besoin de faire baisser la température de fusion. Pour cela, on va utiliser chez le verrier un fondant ou un oxyde alcalin. C'est ce qu'on appelle essentiellement l'oxyde de sodium. L'oxyde de sodium, c'est lui qui va donc faire baisser la température de fusion dans le four et donc casser un petit peu la structure cristalline. Ensuite, il ne faut pas en mettre trop. Il faut aussi ensuite stabiliser la structure, donc utiliser un stabilisant. Et le stabilisant utilisé, ce sera l'oxyde de calcium. Donc ce sont les 3 ingrédients principaux, mais on a aussi besoin d'utiliser un colorant pour avoir vraiment un verre vraiment transparent, et donc on va utiliser l'oxyde de fer. Donc voilà les 4 constituants d'un verre silico-sodo-calcique. Maintenant, il existe des verres particuliers, en particulier le Pyrex. Le Pyrex est essentiellement constitué d'anhydride borique, donc d'oxyde de bore, B2O3, et c'est ce verre-là qui va pouvoir permettre de pouvoir résister à des chocs thermiques, de pouvoir résister à de hautes températures. C'est pour ça qu'on pourra l'utiliser par exemple pour des tubes à essai ou pour des plats que vous pouvez mettre dans votre four. Autre oxyde important, c'est l'oxyde de plomb, qu'on retrouvera essentiellement dans les verres en cristal.
qui ont cette propriété de résonance. Le fondant qui était utilisé au Moyen-Âge, c'était de l'oxyde de potassium, mais on s'est aperçu que cet oxyde de potassium faisait que le verre, au cours du temps, se corrodait, donnait un petit peu des traces blanches au cours du temps. Et on s'est aperçu que ce fondant n'était pas très optimal, et c'est pour ça que par la suite, il a été remplacé par l'oxyde de sodium. Les verres ont plusieurs utilisations. On peut les utiliser en art de la table, donc avec les verres de cuisine, en embouteillage, en verre en lentilles ou verre de contact en ophtalmologie, pour les fibres optiques au niveau des télécommunications, puisque c'est du verre malléable, pour tout ce qui sera vitrage, alors que ce soit pour l'automobile, le transport en commun, l'intérieur ou l'extérieur. Et enfin, on peut utiliser le verre en tant que vitrification des déchets nucléaires. On va stocker les déchets nucléaires. Voilà un petit peu les différentes applications du verre dans la vie de tous les jours. Et enfin, ce qu'il y a à retenir, c'est 3 types de verres qu'on peut qualifier de verres intelligents. Tout d'abord, on a les verres photochromes. On voit, ce sont des verres qui s'opacifient lorsque la quantité d'ultraviolet augmente. Et lorsqu'on revient dans une pièce où il n'y a plus d'UV, puisqu'on est la vitre va bloquer les UV, on va donc avoir un verre qui va petit à petit redevenir transparent. Deuxième type de verre, ce qu'on appelle les verres électrochromes. Ce sont des verres qui fonctionnent un petit peu comme une pile un peu rechargeable. C'est-à-dire, lorsqu'une pile débite, le courant va dans un sens, et lorsqu'on va recharger la pile, ben en fait, le courant va aller dans l'autre sens et on va recharger notre batterie. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que dans un sens, on va appuyer sur le bouton, le verre, par exemple, va devenir transparent. Et lorsqu'on va appuyer sur le bouton off, donc là, on charge la pile. Lorsqu'on appuie sur off, la pile se décharge. Et là, en se déchargeant, on voit par exemple que le verre devient plus opaque. Donc ça peut servir pour des espaces de coworking, par exemple, lorsqu'on veut s'isoler. Enfin, les verres thermochromes sont des verres qui vont passer d'un état transparent à un état opaque en fonction de l'augmentation de température. Donc si la température rediminue en fin de journée, le verre deviendra de plus en plus transparent. Voilà, donc pour terminer sur les matériaux, on peut dire intelligents. Il faut juste savoir qu'il existe d'autres matériaux, on avait dit, tels que il existe aussi les verres auto-nettoyants dont on avait parlé, qui contiennent des nanoparticules qui permettent, avec l'effet Lotus, de pouvoir, avec l'eau, donc se débarrasser des salissures. Et l'eau ne reste pas sur la vitre, ne laisse pas de traces. On a aussi les textiles aussi intelligents, qui peuvent être soit connectés, on avait vu, qui peuvent apporter plusieurs propriétés, soit de couleurs, de fonctions, de différentes fonctions bien sûr. Et on avait terminé par les agromatériaux. Les agromatériaux, ce sont essentiellement par exemple du lin, du chanvre, qui peuvent être utilisés justement maintenant pour tout ce qui sera, on a dit aussi pour tout ce qui sera isolation thermique. C'est ce qui veut donc dire qu'ils ont une très faible conductivité thermique, ces matériaux-là. Donc voilà en gros pour conclure la révision sur le chapitre propriétés physiques des matériaux et matériaux céramiques.